Bonsoir à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire Mon Quotidien TV, l'émission qui donne la parole à ceux qui mériteraient de plus la voir. Bonjour Jean-Paul Zita. Bonjour Nicolas. On va vous donner la parole, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être difficile. Vous vous définissez, vous m'avez dit avant l'émission que vous êtes un passionné de la vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, je prends plaisir dans chaque démarche que je fais, que je réalise avec des amis, avec le travail. Et je prends plaisir aussi de regarder le temps, de regarder des gens qui évoluent tout autour de moi. Et c'est très passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur soi, mais sur les autres aussi. Du coup, comment je peux vous définir un sage, un philosophe ? Philosophe, ça ressemble à ça. Je ne vais pas trop prendre la place des professionnels, mais néanmoins, je pense que je deviens de plus en plus sage et c'est pour cela que je perds un peu plus les cheveux. On me dit généralement la sagesse arrive quand les cheveux se baladent. Là, j'en ai plus. Et alors cette progression, cette envie d'être sage, ça vient d'où ? Ça vient certainement de mon parcours, car avec un regard un peu plus approfondi, j'ai tendance à dire, regarde dans le rétroviseur d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Cette méthode m'a beaucoup aidé car j'ai eu plusieurs vies, je dirais. On va en parler. Dans mon parcours général, je dois dire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'amour de la vie. J'ai vraiment envie de prendre plaisir à chaque instant et de passer du temps avec les gens. Alors avant de le découvrir, votre parcours, on a l'impression, quand vous dites ça, qu'il n'y a jamais de problème, il ne se passe jamais rien de négatif en tout cas dans votre vie, ou alors c'est que vous abordez les choses avec détachement ? J'aborde les choses avec détachement parce que, je dirais, les difficultés de la vie nous renforcent davantage. En tout cas, chez moi, ça se passe comme ça. Quand je suis en difficulté, je me demande comment faire pour que je ne le sois plus la prochaine fois. Après, vous avez des accidents de la vie. La maladie, on ne va pas le chercher, mais ça vient. Et pourtant, il faut faire avec. Et on se prémunit en disant, la prochaine fois, je vais peut-être éviter telle et telle chose. Bon, on peut toujours essayer, mais on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on boit. Donc, il y a des surprises par moment, je dois dire. Mais néanmoins, le fait de regarder la vie avec ce recul me permet de me dire j'ai la chance, au lieu de m'arrêter sur un détail, je m'arrête sur quelque chose qui en vaut la peine. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui. Il y a 20 ans, je voyais certainement les choses différemment, je pense. Alors quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes un écrivain, un poète, quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui médite. Alors peut-être que vous l'êtes, et pas du tout. Depuis 41 ans, vous travaillez pour un grand groupe automobile, oui, dont vous êtes aujourd'hui le directeur technique. Oui. Vous n'avez pas toujours été à ce poste. Parlez-nous de ce parcours. 41 ans dans la même société, sachant que vous avez 61 ans. Ah oui, tout à fait. Alors, je suis entré, c'est une anecdote d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire un CAP, un BEP mécanique auto, et puis à l'école qui était en face de la maison, le proviseur qui habitait à côté de chez nous me disait « Pourquoi tu ne fais pas de la compta ? Parce que ça peut te plaire, tu aimes bien les chiffres. » Pourquoi pas ? J'ai fait un peu de compta. Et quand je suis arrivé ici à l'armée, quand je dis ici, alors en ici, France, parce que en métropole, vous êtes guadeloupéen. Voilà, je viens de la Guadeloupe et j'ai voulu faire l'armée de l'air. Pourquoi ? Passion par tout ce qui vole. Et arrivé là-haut, je me suis dit, bon, tu vas aller vers la compta. Pourquoi ? Je ne sais pas, il faisait froid. D'accord. Il faisait très froid. C'est la température qui vous gênait. Je me suis dit avec... Et vous avez trouvé un radiateur dans le bureau du comptable ? Alors, il y avait le radiateur, mais j'ai commencé quand même par entrer dans ce groupe en tant que mécanicien. Et mon patron, il m'a regardé, il m'a dit, tu ne vas pas rester longtemps là-dedans. 3 mois après, il y avait quelqu'un qui partait en retraite et il m'a donné ma chance d'être employé administratif. À l'époque, ça s'appelait comme cela.
Et puis, je me souviens que je finissais le mois avec 50 francs à l'époque. Donc on est en quelle année? On est en 81, voilà. Et j'ai jamais baissé les bras. Et une fois, comme je faisais de l'athlétisme, mon chef de service direct, qui était le président d'un club d'athlétisme dans la région, me dit, si tu fais l'athlé, viens me voir. Et on a commencé comme cela. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, tu as ton chef dans ton boulot, qui est ton président de club, tu ne peux que bosser. Et ensuite... Parce que vous n'étiez pas bosseur au départ? Si, c'est souvent dans la tête. Et puis, on n'a pas confiance en soi quand on est jeune. On a toujours ce doute de se dire que nous réserve la vie. Parce que quand vous prenez les actualités, on commence toujours par vous dresser le tableau noir avant de vous dire qu'est-ce qui se passe sur un spot de 3 minutes. Pendant une demi-heure, on a eu des tableaux noirs. Et je dis aux jeunes, attention de prendre les choses du bon côté, car le tableau noir, il y en aura toujours. Toute la vie, elle est ainsi dessinée, mais prendre le bon côté du tableau. Alors, parlez-nous de votre parcours donc, au sein de ce groupe. Parce que là, vous êtes parti sur la course à pied, vous m'avez parlé d'athlétisme. La voiture, elle a quelle place dans votre vie? La voiture en général. Je crois, je vais mettre la famille de côté parce que la famille, ça passe avant tout. La voiture a une bonne place dans ma vie parce que c'est ce que j'allais vous dire, 41 ans dans la même société, c'est peut-être une deuxième famille? Tout à fait, parce que quand je rencontre des jeunes dans le travail, je leur donne un peu les perspectives d'avenir et qui ne s'arrêtent pas sur des détails. L'automobile, c'est un métier qui évolue très très vite. Et d'autant plus, dans l'automobile, il n'y a pas que le mécanicien ou le carrossier ou le peintre. Il y a plus loin, il y a le comptable. Il peut y avoir des experts comptables pour des groupes. Vous avez le commercial, vous avez des gens qui s'occupent de la com, qui renvoient les images, les belles voitures qu'on voit. Il faut bien prendre l'image du bon côté pour que ça puisse être vendeur. Vous avez le magasinier. Donc, on peut faire tout un parcours dans un groupe automobile. Il suffit de se remettre en question. Et ça, j'ai Alors la chance. vous, les étapes de ce parcours, quelles ont-elles été? Vous avez commencé les mains dans le cambouis. Oui. Et très vite, on vous repère. Oui. Et je suis devenu ce secrétaire administratif. Je disais tout à l'heure, je suis employé administratif. Ensuite, je suis devenu secrétaire administratif dans la partie après-vente. Ensuite, je suis passé adjoint au chef après-vente, puis j'étais chef de projet du groupe dans la partie toujours après-vente, et ensuite directeur technique, tout bêtement, dans ce laps de temps. On a l'impression que c'est facile en vous écoutant. Directeur technique, tout bêtement, non, c'est pas simple, c'est pas tout bêtement. Parce que je suis curieux. Et quand je suis curieux, je me donne les moyens de découvrir, d'aller chercher des nouveaux projets. D'ailleurs, j'étais chef de projet pour cela et ça m'a servi comme un tremplin. Aller chercher l'innovation. Et l'innovation, au-delà de la conception du véhicule qui n'est pas de ma partie, mais donner plus de sens à mon travail, donner plus de sens à ma vie à travers le travail et donner plus envie aussi au client quand il arrive dans un garage et qui ne s'attend pas à voir des gens avec les mains sales et qui dit bonjour, au revoir, merci, ça vaut autant, mais plutôt qu'il y ait un parcours client, je dirais. Et ça, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe à l'époque, ça m'a plu et ça m'a permis justement d'avoir une vision différente et mon patron à l'époque m'a donné un peu plus d'ouverture. Vous accompagnez les clients, mais du coup vous accompagnez aussi vos équipiers, vous êtes un vrai manager? Je pense, c'est eux qui le disent. Je pense... Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Est-ce que vous savez ce que vos équipiers disent de vous? Ils disent, tiens, il y a le patron. Donc, ça, c'est normal. Généralement, quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est de bon augure. Hein. Il y a un respect. Et moi, je pense qu'ils sont contents de ce que je fais. La différence avec un manager et ses équipes, le manager doit avoir un coup d'avance. Il est dans la projection et c'est à lui de ramener l'équipe vers cette réalité.
vers ce mouvement qui devient une réalité quelques temps après. Et souvent, quand on est équipier, on vit le quotidien, on ne cherche pas plus loin. Et là, le manager, il donne cette tendance, il donne cette envie, et il donne aussi l'espoir. Et cela, il n'y a pas toujours des coulées franches, parce qu'au-dessus, il y a un conseil d'administration, il y a des décisions qui se prennent, et c'est la vie. Mais je pense avoir de bons rapports avec mes gars, et ça se passe bien, ça se passe très très bien. Il y a des hauts et des bas comme dans toute entreprise et il faut juste dialoguer. Alors ma méthode est simple. Ce que je leur dis, tout est possible, mais en dialoguant. On peut se dire tout, il faut juste mettre la perspective en face, pourquoi on veut ça et quel intérêt. Et si c'est un intérêt général, ça vaut le coup. Si c'est un intérêt personnel, ça se discute. Vous êtes une sorte de coach, c'est un rôle qu'on vous retrouve aussi dans le sport, on en reparlera. Donc les vols dans les airs, ce n'était pas pour vous. Finalement, votre trajectoire, elle s'est faite sur 4 roues. Comment vous le voyez aujourd'hui, le marché de l'automobile on est en 2021, on parle beaucoup d'écologie, d'environnement. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau qu'on parle de ça dans le milieu automobile, mais ça a forcément des conséquences sur votre activité. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller vite parce qu'on pense planète, on pense développement durable, on pense également protection de la nature. Néanmoins, les véhicules qui consomment 1 litre au 100, on a eu des tests avec les zones d'ingénieurs qui travaillaient sur la voiture qui peut faire 100 km avec 1 litre. Mais il y avait aussi cette lobby des pétroliers, je ne vais pas les citer, pour justement continuer à vendre du pétrole. Donc forcément, on est resté avec la voiture thermique. Maintenant, il y a un coup d'accélérateur pour passer à l'électrique. Alors, il y a l'hybride qui est arrivé d'abord, ensuite l'hybride rechargeable qu'on entend parler, et maintenant de plus en plus l'électrique. Ça fait plus de 20 ans. Donc l'hybride, carburation plus électricité, et l'électrique, 100% électrique. Voilà. L'hybride, il y a du thermique, hein, il existe diesel électrique et essence électrique, c'est le plus connu. Aujourd'hui, 100% électrique, c'est très bien pour le bruit, pour les oiseaux, c'est très bien. Mais pour la façade des bâtiments Haussmann dans Paris, ce sont les pneus, c'est pas le bruit. Donc ça n'a rien à voir, mais on essaie de faire passer le message autrement aux automobilistes. Enfin bon, c'est un autre débat. Et hybride rechargeable, alors ça me fait bondir un petit peu parce que il faut de l'électricité, donc il faut produire de l'électricité pour charger ces voitures. Et on a dit, économisons, faites attention quand vous laissez votre salle de bain, ne laissez pas allumer, éteignez votre couloir, etc. C'est très bien, éteignez vos ordinateurs, ne laissez pas en veille. Et de l'autre côté, on vous dit, il faut charger la voiture parce que ça fait moins de bruit, etc. Du coup, si vous aviez toutes les cartes en main, quelle serait votre solution? L'hydrogène. Parce que c'est de l'eau. C'est simple, la nature nous le donne tous les jours. On est dans un pays, surtout la France, est dans un pays où c'est assez tempéré, donc on a une production d'eau naturelle. Et avec peu d'eau, on arrive à faire un parcours non négligeable. Il y a encore des progrès pour pouvoir avancer dans l'hydrogène, parce que ça coûte cher, la technologie évolue. Mais quand ça va devenir commun, je dirais, tout un chacun sera content de rouler à l'hydrogène. Et je pense que c'est l'avenir. Et tous les constructeurs automobiles le savent. Pour l'instant, il y a ce partenariat avec des différents pétroliers et autres, font qu'on construit encore des moteurs thermiques et un peu de moteurs hybrides ou électriques. D'ailleurs, les batteries sont pas forcément recyclées sur nos territoires ou ça va ailleurs. Donc, l'hydrogène, ce sera l'essentiel. Ce sera l'idéal, je pense, dans quelques années. Cette conscience écologique, environnementale, elle est apparue quand chez vous? Est-ce qu'au début de votre carrière, vous l'aviez, parce qu'on ne parlait pas de tout ça dans les années 80, c'est apparu un petit peu plus tard? J'ai toujours rêvé d'avoir une voiture propre parce que quand on commence en tant que technicien,
on a les mains dans le moteur. Et le soir, on prend notre lime à ongles pour enlever les cambouis, comme on disait tout à l'heure. Et à un moment donné, on se dit, pourquoi la voiture ne sera pas plus propre qu'aujourd'hui? Enfin, c'était hier. Et là, on s'est dit, c'est pas normal. Il y a eu beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire de l'amiante sur les plaquettes de frein, sur ce qu'on appelle les ferros d'eau pour les embrayages, etc. etc. Donc, forcément, on détruisait quelque chose à côté. Je ne vais pas alarmer les automobilistes, mais ce n'était pas toujours tout clair. Et puis, de l'autre côté, un technicien n'était pas vu par le grand public comme un vrai technicien. On le voyait comme un mécanicien avec une espèce de terme péjoratif quelque part, le mécano. Et aujourd'hui, un mécano, c'est un vrai technicien. Ce n'est pas uniquement l'individu qui va changer les pneus ou vous faire une vidange. C'est aussi l'individu qui va prendre un ordinateur, qui va brancher sur la prise ODB, qui est une prise de diagnostic sur tous les moteurs thermiques, et qui va vérifier les codes défauts de votre voiture et qui va mettre le doigt sur l'anomalie et vous dire voilà ce qu'elle a votre voiture. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, on ne pourrait pas l'imaginer. Mais on pourrait imaginer que la voiture allait évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, on y est franchement, et il y a encore quelques maîtrises, et puis ce sera du bonheur pour tout le monde. Vous voulez dire qu'elle ne peut plus évoluer dans le bon sens, la voiture? Ben, elle va évoluer d'une façon connectée de plus en plus. On va se trouver peut-être dans la 5e dimension de Luc Besson. Hein. Et ça vous plaît? Ben, ça m'amuse parce que les tests sur les taxis volants existent. Donc c'est demain, ça va se démocratiser. Mais d'autre côté, s'il y a moins de pollution sur la route, est-ce qu'on a besoin d'avoir le taxi volant? Mais il y a quand même l'embouteillage. On sait que la Covid nous a aidés à réfléchir un peu plus pour pouvoir écarter un petit peu les gens, ne pas les concentrer tous au même endroit. Donc il y a plein de choses qui sont perspectives, je pense, et ça va être certainement très passionnant pour les jeunes à venir. Alors, cette volonté de rendre les routes plus propres, ou en tout cas peut-être moins sales, est-ce que vous la transposez dans votre vie? On m'a dit que vous avez plusieurs vies. Dans votre vie politique, vous êtes maire adjoint de Torigny-sur-Marne, une commune qui n'est pas loin de nos studios. Vous êtes maire adjoint à la vie associative, sportive, au loisir. Quel est votre rôle? Et dans ce rôle, est-ce que vous parlez d'écologie? L'écologie, pour moi, c'est quelque chose de naturel et qui ne devait pas rentrer dans la sphère politique. C'est mon avis, car l'écologie, c'est notre quotidien. Mais l'écologie, ça ne peut pas se faire sans les décisions des pouvoirs publics, c'est pas possible ça. Je dirais que le pouvoir politique aujourd'hui, la puissance politique aujourd'hui va initier, va donner l'impulsion pour que tout un chacun s'accapare de ce modèle et se dire je suis écolo. Ça veut dire quoi être écolo? Je ne sais pas. Moi, à partir du moment où je ne laisse pas tourner la douche pendant une demi-heure, que j'éteins la télé, que je mange ma salade qui est dans le jardin, parce que j'ai un peu de chance à ce niveau-là. Je fais du circuit court, je fais de l'écologie. Est-ce que je dois le spécifier? Moi, Jean-Paul Zita, je fais de l'écologie dans ma commune. Je dirais que ça doit être un état d'esprit et un art de vivre pour tout un chacun. Après, transposer cette idéologie comme une puissance politique de demain, je pense que les gens responsables, ils n'ont pas attendu que le pouvoir politique dise ce qu'il faut faire. Je vois tous les jours et j'ai ramené dernièrement à la maison des copeaux pour pouvoir protéger les arbres et éviter que les herbes se déploient en permanence et en même temps garder l'humidité. Ça me fait moins arroser. Tout le monde est gagnant. Évidemment, je vais arroser avec mon arrosoir au lieu de servir du tuyau. Mais quand il n'y a plus, il fait chaud, on prend le tuyau. Mais là, je n'ai plus besoin. Pour moi, c'est des démarches simples et que tout un chacun peut faire sans avoir. Ça n'a pas besoin d'être guidé par la politique. Non. Donc votre rôle, votre mandat de maire adjoint à Torigny-sur-Marne, il est guidé par quoi? Vous êtes donc adjoint au sport, schématiquement. Oui. Vous êtes
un sportif de haut niveau, ou vous l'avez été, ou vous l'êtes toujours. C'est quoi? C'est un ensemble? C'est la passion qui vous a mené Oui, dans cette commune? oui, j'ai de la chance. C'est la passion et ouais, ça fait 40 ans que j'habite dans cette commune. Mais moi, j'ai voulu rendre au sport ce que le sport m'a donné. Le sport est un vecteur de réussite pour moi dans la vie. Et des jeunes qui ont peut-être pas forcément la chance d'atterrir tout de suite vers le métier qu'ils voudront, qui passent par le sport, peuvent se faire remarquer par d'autres personnes et qui leur donnent un intérêt. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu des gens qui m'ont ouvert la porte. Et j'ai trouvé que c'est normal que je transmette au sport. Alors oui, j'ai fait de l'athlétisme. Vous êtes président du Bussy-Saint-Georges Athlétisme Oui, Club, si je formule bien. Bussy-Saint-Georges Athlétisme. Alors, je suis créateur du club il y a 24 ans, 25 ans maintenant, que j'ai créé ce club. C'était une aventure exceptionnelle parce que je faisais un peu de golf à Bussy. À un petit niveau. Hein. Toujours les multiples casquettes. Oui, c'est ça. Et avec un copain qui me dit, tu sais, à Bussy, il n'y a pas de club, donc c'est en 96. Est-ce que tu veux pas monter un truc? Bon, je ne sais pas, pourquoi pas, on verra bien. Et il me fait rencontrer le maire adjoint chargé du sport de l'époque et qui me dit, je voudrais bien que vous montez un club à Bussy, mais je vous connais. Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas qui c'était, qu'est-ce qu'il faisait, mais lui, il me connaissait. Bon. Parce que vous aviez une notoriété dans le milieu de l'athlétisme. Et je pense que c'est ça, parce qu'après, quand on a discuté, il m'a dit j'ai vu tout votre parcours. Alors, j'habitais à Lény à l'époque, et lui était à Bussy, et suivait mon parcours. Alors, comment? Simplement, quand on aime tel sport, on a tendance à regarder ce qui se passe à la maison avant d'aller voir plus loin. Et quand j'ai créé ce club, il m'a demandé, j'ai créé ce club. On était 6, il y avait 3 membres de la famille, mon épouse, mon fils aîné et moi, et il en fallait 3 autres pour avoir l'agrément fédéral. J'ai trouvé 3 copains, et aujourd'hui, c'est le plus grand club de Seine-et-Marne. Alors, je suis content, parce que 434 licenciés au club, on a eu des jeunes qui ont fait les championnats du monde junior, qui ont fait les championnats de France, qui ont fait les championnats du monde senior, des gens qui sont venus de chez nous, qui sont partis dans des clubs parce qu'on n'avait pas la piste adéquate. Aujourd'hui, on a une superbe piste qui a été inaugurée par Romain Ménil l'année dernière. Donc, on va pouvoir produire davantage. Ça, c'est le parcours pour lequel je suis le plus fier, parce que c'est la base. Alors, vous parlez plus avec fierté justement de votre mandat de président de club que de votre activité politique. Alors, pas forcément politique, mais votre activité, on va dire, associative dans le domaine des sports de la commune. Mais j'imagine que vous y mettez autant de passion. Oui, parce que dans la ville, on a été élu l'année dernière, donc c'est tout frais. Et je me considère comme quelqu'un qui est à l'écoute et qui veut apporter un message et des moyens aux jeunes pour faire du sport. Et aux associations pour qu'ils puissent s'épanouir, parce que le tissu associatif dans une commune, c'est énorme. S'il n'y a pas de tissu associatif, c'est une commune qui va être en dette de vie, etc. Moi, j'ai pris ce mandat-là en me disant, tu n'es pas un politique, tu es juste quelqu'un qui aime le sport et qui veut faire du bien. Voilà. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être politique. Donc, je crois qu'on est tous politiques et on n'est pas politique en même temps. Je suis arrivé avec l'idée de donner une vraie dimension à la vie associative. J'ai rencontré des gens passionnants et passionnés. Et je me dis, ces talents-là, on les a à côté de nous, on les ignore. Et je vais vous donner juste un exemple. Au boulot, au travail, on travaille avec des gens, on passe les dossiers, on discute de tout et de rien, enfin de l'activité, du business, de résultats, etc. Et vous regardez quelque part, parce que vous avez la chance de passer par là, et vous voyez une de vos collègues qui tourne un film, qui est passionné sur les timbres, philatéliste, qui fait de sport. Puis sport très haut niveau. J'ai des amis qui sont partis plusieurs fois à l'époque à Dakar, qui faisaient le Paris-Garot-Dakar en même temps que le Paris-Dakar en voiture, moi je faisais à pied.
J'ai eu des gens qui ont fait le marathon des sables et qui en font encore et qui sont au boulot. Et ces gens-là, on ne savait jamais qu'est-ce qu'ils faisaient parce qu'on est dans un univers de boulot. Et ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, on a des talents à côté de nous, des gens qui font du théâtre, qui s'expriment, et on ne leur donne pas cette possibilité. Mais le boulot, ça nous permet de nous nourrir et de nourrir notre famille. Et on met toute l'énergie là. Seulement, si on essaie de découvrir qui est qui à côté de nous, on s'aperçoit qu'on est dans un monde merveilleux. Et on ignore parce que le matin, il faut être à l'heure, il faut faire le job, il faut repartir, on a la famille à s'en occuper, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, où je me suis dit, ces gens qui sont passionnés, qui donnent leur temps, parce que ce sont des bénévoles. Et j'ai voulu créer justement à Torigny, j'ai voulu créer le trophée des champions pour les bénévoles. Parce que, regardez le CIO, regardez les championnats du monde. J'ai été moi-même bénévole au championnat du monde en 2003 à Paris. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le staff, donc des membres du CIO qui rencontrent des tas de gens, mais ils sont tous payés. Et vous avez 80% de bénévoles derrière qui font tourner la boutique, qui accueillent, qui sont à la billetterie. Guidés par la passion. Tout à fait. Et ceux-là, ils ne sont pas mis en lumière. Et ça me gêne. Donc, je trouve que c'est important d'être passionné, mais c'est important aussi qu'on leur montre un petit peu qu'ils ne sont pas tout seuls et ils sont aussi guidés par des gens qui veulent leur donner leur vraie dimension. Jean-Paul, vous m'avez dit avant l'émission que ce qui vous caractérisait, c'était le plaisir. Je constate au cours de cette demi-heure que vous ne m'avez pas menti. Maintenant que c'est terminé, est-ce que vous acceptez que cette émission soit diffusée? Oui, absolument. J'ai l'impression que vous en avez encore sous le pied. La passion de l'humain et du plaisir. Oui, vous reviendrez? Avec plaisir. Avec plaisir. On parlera de l'humain, on parlera de tout. On parlera de cuisine, on parlera de tout. Avec plaisir. On prend date. On prend date dès la fin de cette émission. Merci. Je remercie Cyril Bartholomé qui était aux manettes en régie avec Christophe Messager. Je remercie Jean-Sébastien Rouchet et Patrice Batman à la production de cette émission. Sandy Barbeau pour les réseaux sociaux et Océane Dio au maquillage. À très très vite sur Mon Quotidien TV. Merci.